Alors, j'y vais. Bonjour à Mohamed et Valérie et bienvenue à cette présentation. Je vais essayer de résumer très brièvement quelques théories en linguistique appliquée qui m'ont paru les plus utiles pour l'enseignement des langues et en particulier pour le sujet qui est apprendre le français en dehors d'un pays francophone ou plus précisément un pays où tout le monde parle le français à 100% du temps. Donc, après avoir vu quelques définitions, je parlerai rapidement des conditions d'apprentissage et d'un modèle qui m'a le plus interpellé, qui s'appelle le modèle basé sur l'usage. Et ensuite, nous verrons des applications de ces théories dans des contextes plus concrets tels que l'acquisition et l'enseignement du vocabulaire et de la grammaire, avec des exercices concrets, des exemples d'activités d'après ces théories. Alors, pour être sûr qu'on se comprenne bien, je voulais donner quelques définitions, même si vous connaissez sans doute la plupart de ces mots. Un item, c'est un représentant d'une catégorie, ça peut être une catégorie grammaticale ou phonétique ou n'importe quelle catégorie. Alors, par exemple, et d'une catégorie abstraite, c'est-à-dire. Dans la catégorie abstraite des mots anciens qui sont féminins, on a 1865 items, c'est-à-dire des mots qui représentent cette catégorie. Et dans cette catégorie, un seul item est masculin, qui serait le bastion. Donc voilà un exemple, un item, c'est un mot qui fait partie d'une catégorie. Alors, quand on dit L1, langue maternelle, alors la question de langue maternelle, comme vous le savez, est finalement pas si évidente que ça, parce qu'on a toutes sortes de scénarios. Maternelle, on pense à mère, mais en fait, c'est au moins un parent, et on dirait même, de façon plus générale, une langue qui a été apprise dans la petite enfance, même si ce n'est pas nécessairement la langue des parents. Donc, en fait, ça regroupe beaucoup de choses, un peu plus que ce qu'on pense d'habitude. Une L2, on peut l'appeler aussi langue étrangère, c'est des questions politiques, si ça fait partie si c'est une langue nationale, comme c'est le cas au Canada, on l'appelle langue seconde. Donc, un anglophone qui apprend le français au Canada, c'est une langue seconde, tandis que si, mettons, un Anglais apprend le chinois, le mandarin, alors c'est une langue étrangère. Donc, c'est des notions un peu politiques, et c'est la raison pour laquelle le terme L2 regroupe langue seconde et langue étrangère, c'est-à-dire une autre langue que la langue maternelle. Un francophone majoritaire, c'est un francophone qui vit dans un pays ou une région où le français est la langue parlée par la majorité. Alors, par exemple, un Français vivant en France, on entend le français partout, à l'école, à la télé, partout, tandis que francophone minoritaire serait un francophone qui parle le français dans un milieu restreint, c'est-à-dire soit seulement à l'école, soit seulement à la maison, soit à l'école à la maison, mais pas le reste du temps, disons. Donc, un contact restreint. Par exemple, les franco-ontariens peuvent parler le français à la maison et l'anglais dans leur vie quotidienne, et donc ils sont considérés comme des francophones minoritaires. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me demander au fur et à mesure, et à ce moment-là, je peux arrêter puisque nous ne sommes pas nombreux. Moi, j'ai une question sur la langue maternelle. En fait, donc là, dans la définition, c'est une langue qui est apprise dans la petite enfance, finalement, peu importe si c'est la mère, le père ou quelqu'un qui est proche de l'entourage, voilà. J'imagine qu'il soit quand même relativement présent assez souvent. Mais du coup, pour les enfants de couples mixtes, ils ont deux langues maternelles? Voilà, exactement. Oui. D'accord. En fait, il peut avoir plusieurs langues maternelles. On peut imaginer un père d'une langue, une mère d'une langue, des grands-parents d'une autre langue, par exemple, ou bien vivant dans un milieu autre. Par exemple, moi, mes enfants ont comme langue maternelle l'anglais. Et puis, comme le français est vraiment pour eux une langue seconde, parce qu'ils ont d'abord appris l'anglais
avant d'apprendre le français parce que j'étais jamais là quand ils étaient petits. Donc, voilà. Donc, parfois, la notion langue maternelle, langue seconde, des fois, n'est pas toujours très claire, il faut dire, quand même. Mais disons que c'est la première langue qu'on apprend, mais parfois on apprend plusieurs langues en même temps, donc il y a plusieurs langues maternelles. Oui. Okay. Ça, c'est une excellente question, laquelle c'est pas très très. C'est vrai que ça pose toujours un problème quand il en vient à discuter, enfin, à parler d'enfants qui ont des difficultés d'apprentissage en plus, ou des difficultés toutes simples, sans que ce soit catalogué comme 10, ou on se demande toujours, mais quelle est la langue, la vraie langue maternelle en fait. Et parfois, enfin nous, dans notre contexte là où on a un tas de langues, on a quelquefois du mal à savoir en fait, parce qu'on se rend compte que les enfants, déjà tout petits, ils étaient exposés à 2 ou même parfois 3 ou 4 langages. Donc, après, il y a une autre, on peut rajouter par-dessus la langue qui est utilisée le plus souvent, c'est-à-dire ce qu'on appellerait la langue majoritaire, utilisée la plupart du temps. Si par exemple, mettons, les enfants passent plus de temps avec un parent que l'autre, même si théoriquement ils ont les 2 langues maternelles, mais en réalité, si la majorité du temps, la plupart du temps, ils utilisent cette langue, ça sera leur langue majoritaire en fait. Donc, il y a toutes sortes de sous-catégories, même à l'intérieur de tout ça. Je continue. Ouais. Alors, quelques concepts généraux. Alors, pour apprendre une langue, il y a vraiment de nombreuses conditions d'apprentissage et c'est la raison pour laquelle il y a tant de différences dans l'acquisition des langues. Alors, tout d'abord, il y a les conditions intérieures communes à tous les locuteurs, c'est-à-dire partie de la parole, dans le cerveau, les organes de la parole. Bon, ben ça, tout le monde a un cerveau, tout le monde a une bouche, des cordes vocales, etc. Donc, c'est plus ou moins la même chose pour tout le monde. Bon, à moins d'avoir des problèmes particuliers, mais sinon, c'est à peu près la même chose pour tout le monde. Ensuite, des conditions individuelles. Selon chacun, il y a des personnes plus intelligentes que d'autres, donc ils vont mieux comprendre, par exemple, la grammaire, les explications, tout ce qui est un peu théorique. Il y a aussi des types d'intelligence. Les personnes qui sont plus auditives vont mieux se souvenir si elles entendent, tandis que les personnes plus visuelles vont mieux se souvenir si elles voient quelque chose d'écrit, par exemple. Ou d'autres personnes vont mieux apprendre en faisant quelque chose, en participant à une activité. Et ça, c'est pour ça que selon les activités, des personnes réussissent mieux que d'autres. Il y a aussi la motivation de chacun, les stratégies d'apprentissage, l'intérêt, l'expérience que les personnes ont eue avec la langue ou même avec d'autres langues. Et je les ai mis en mauve parce que les enseignants peuvent participer au moins en partie à développer cela, par exemple les stratégies d'apprentissage ou l'intérêt. Si c'est plus intéressant, ils vont être plus intéressés logiquement. Mais là où les enseignants ont la plus grande, jouent le rôle le plus important, c'est dans ce qui est ici, dans cette partie en rouge ici. Et je dirais que c'est aussi probablement les facteurs qui, à mon avis, sont les plus importants. Alors, tout d'abord, le nombre d'heures de pratique et de répétition de la langue. Même des enfants doués ont besoin d'un certain nombre d'heures pour apprendre une langue. Je l'ai vu moi-même avec mes propres enfants qui ont appris le français comme langue seconde. Je pensais que moi-même, en étant française, ils avaient entendu le français comme ça depuis qu'ils sont nés, même avant. Mais ça leur a pris, ils ont appris le français en école francophone. Ça leur a pris 3 mois en étant à l'école toute la journée pour arriver à prononcer le R. C'est-à-dire que honnêtement, je pensais qu'ils n'arriveraient jamais. Je me suis dit, mais ils disaient le word anglais parce que c'est ce qu'ils avaient appris en premier. Ils n'arrivaient pas à prononcer le R. Et donc, cela m'a montré clairement que, en fait, il y avait besoin d'un certain nombre d'heures d'écoute, de pratique, avant qu'ils soient capables d'arriver à faire, comment dire, comme si le cerveau devait absorber
un certain nombre de répétitions avant d'être capable de produire. Bon, ça, c'est pour la prononciation, par exemple. Le niveau de l'enseignement par rapport à celui de l'apprenant. Si c'est trop facile, ils n'apprennent pas, et si c'est trop difficile, ils n'apprennent pas non plus. Donc, il faut trouver un niveau juste au-dessus de ce qu'ils savent pour que ça soit juste au bon niveau. Et ça, c'est évidemment difficile quand il y a des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, vu que ce qu'on fait risque d'être trop difficile ou trop rapide, par exemple. Les méthodes d'enseignement et les qualifications des enseignants, bien sûr, jouent un rôle important. Plus les méthodes d'enseignement sont appropriées ou variées, plus on peut espérer de meilleurs résultats. Et puis, bon, il y a des conditions en général qui favorisent l'apprentissage, et c'est de cela que je vais parler aujourd'hui. Alors, si on regarde la façon dont les francophones majoritaires apprennent une langue, les enfants qui arrivent au CP ont eu, bon, ça c'est mon calcul approximatif, environ 20 000 heures de pratique orale entre la naissance et l'âge de 6 ans. Et 20 000 heures, c'est énorme. Donc, on pense souvent que les enfants apprennent facilement une langue, c'est inné, on entend ce genre de choses, l'âge critique, etc. Mais moi, si vous me donnez des adultes et puis vous me donnez 20 000 heures de pratique avec eux, je vous garantis que ils vont avoir un super bon niveau aussi. Hein. Donc, 20 000 heures, c'est quand même énorme. Mais donc, quand ils arrivent à l'école, ils maîtrisent déjà la langue orale, c'est-à-dire les registres de langue, la prononciation, le vocabulaire de base, etc., et même la grammaire à l'oral. Et donc, ils apprennent d'abord à parler, et ensuite à écrire. Et quand ils apprennent à écrire, ils apprennent d'abord à faire le lien entre l'oral et l'écrit, c'est-à-dire entre les phonèmes et les graphèmes. Mais donc, l'école et les cours de français dans un milieu francophone majoritaire permet de raffiner la langue, étant donné qu'ils ont déjà les 3/4 de la langue qu'ils connaissent déjà. De perfectionner certaines compétences linguistiques, c'est-à-dire lecture de genres littéraires, compréhension d'écrit, analyse de texte, orthographe, grammaire, mais à partir d'une fondation déjà présente qui est la maîtrise de la langue orale. Et l'étude de la langue écrite et de la grammaire, la lecture et l'écriture sont les fondations de la littératie, mais tout cela se base sur la langue orale. Et ça devient un problème qui est très important lorsque on n'a pas autant de fondations de l'oral. Lorsque les enfants francophones minoritaires arrivent à l'école, ils ont eu beaucoup moins d'heures d'exposition à la langue que les francophones majoritaires. Ils n'ont jamais eu 20 000 heures. En fait, souvent, on n'a eu même pas 10 000 heures, même pas 5 000 heures parfois. C'est-à-dire que s'ils ont eu la moitié, le quart, le tiers ou le dixième d'exposition à la langue, forcément, ça va avoir des répercussions sur tous les aspects de la langue. Alors, les situations d'acquisition sont différentes. Par exemple, ils n'ont pas eu des voisins, des cousins, des amis, des grands-parents, etc., toutes ces personnes autour d'eux pour fournir un input différent. Et donc, l'input se restreint parfois à la salle de classe ou à la maison, ou à la salle de classe et à la maison. Mais cela limite énormément parce qu'on ne se rend pas compte, mais il y a tellement d'autres lieux d'apprentissage en milieu francophone majoritaire, c'est-à-dire quand on va dans le magasin, quand on va chez les grands-parents, etc. Et donc, cette différence d'input en quantité et qualité a un impact sur tous les aspects de l'apprentissage. Vocabulaire, prononciation, grammaire, écriture. C'est un facteur qu'il va falloir prendre en considération parce que cela veut dire qu'il va falloir trouver des moyens de compenser pour cette différence d'input et d'exposition à la langue. Donc, je vais en parler un peu plus tard. Alors, apprendre une langue en milieu minoritaire, si la langue est limitée à tous les niveaux, vocabulaire, registre de langue, grammaire, cela veut dire que ce qu'on apprendrait normalement en situation naturelle à l'oral, ça veut dire qu'il va falloir ajouter cela à la salle de classe en plus de l'écrit qu'on ferait dans une salle de classe francophone. Donc, il va falloir rajouter des choses qu'on ne ferait pas autrement. Et ça, c'est un problème au niveau du
curriculum, parce que le curriculum est fait, s'il est fait pour des francophones, on sait que les francophones arrivent avec un certain niveau d'oral. Mais comment dire, les livres qui sont faits pour les francophones ne répondent pas nécessairement aux besoins de personnes dans cette situation, c'est-à-dire en milieu minoritaire. C'est la raison pour laquelle il va falloir, à mon avis, ajouter d'autres choses pour compenser ces différences. Alors, en plus de cela, en plus de l'input limité qu'il y avait pour les francophones minoritaires, il y a l'influence de la langue locale, si celle-ci est pratiquée régulièrement. Alors, par exemple, si vous êtes en Californie, donc l'anglais au Canada ou aux États-Unis, l'arabe au Maroc, et ainsi de suite. Et donc, en plus de ces problèmes de manque d'input, on va avoir l'influence de la langue, de l'autre langue, c'est-à-dire des problèmes d'anglicisme, des problèmes de calque de langue. Et ça aussi, ça n'apparaît pas nécessairement dans les manuels qui sont faits pour des francophones, puisqu'évidemment, ils n'ont pas ce problème. Donc, il va falloir prendre cela en considération et rajouter des choses, des éléments dans le curriculum. Alors, l'autre chose aussi, c'est que parfois, lorsque les enfants ou les apprenants semblent maîtriser la langue et qu'ils ont un bon accent, on se dit « Ah, ok, ils parlent très bien, ils parlent comme des francophones, ok, c'est bon ». Mais en réalité, parfois, c'est seulement un niveau superficiel de la prononciation, mais dès qu'on commence à creuser un peu, on voit qu'il y a des choses que ne feraient pas des francophones. Par exemple, des erreurs de genre. Alors ça, les erreurs de genre, ça vous dit tout de suite que les personnes ont besoin de quelque chose de plus. Parce que les francophones majoritaires ne font pas de fautes de genre, sauf des mots un peu rares. Bon, voilà. Mais par contre, moi, je vois dans les écoles francophones où mes enfants vont, et mes enfants font régulièrement des fautes de genre parce qu'ils n'ont pas eu cet input et cette exposition à la langue. Donc, leur stratégie, c'est que tous les mots qui se terminent par un « e » sont des mots féminins. Et donc, ils vont dire « la problème », par exemple. Il y a aussi des erreurs de conjugaison, même avec des verbes assez fréquents, du genre « il a mouru ». Bon, à la limite, je trouve que c'est une bonne faute, parce qu'au moins, ça veut dire qu'ils savent que les verbes du troisième groupe forment le participe passé en « u ». Je trouve que c'est finalement une bonne faute. Et puis, il y a des fautes de pronoms, comme ils disent, les pronoms semblent assez difficiles à acquérir, que ne feraient jamais des francophones majoritaires. Et ça nous indique qu'il y a besoin de faire quelque chose en plus, de travailler certains aspects qui ne sont pas nécessairement dans le curriculum et dont ils ont pourtant besoin. La langue écrite est problématique si la langue orale n'est pas ou moins bien maîtrisée et si le vocabulaire est limité, parce qu'on va trouver tous ces problèmes de grammaire, de prononciation et de vocabulaire qui sont liés finalement à une maîtrise de la langue orale plus limitée. Alors, parmi les nombreuses théories qui existent en linguistique appliquée, j'ai choisi celui-là parce qu'il me semble le plus utile pour l'enseignement. C'est le modèle basé sur l'usage qui est utilisé, au départ c'était des études en psychologie, en acquisition des langues premières, langues maternelles chez les enfants. Et ensuite, ce modèle s'est appliqué sur l'acquisition et l'enseignement des langues secondes et langues étrangères. Alors, selon ces études, le cerveau stocke les informations d'après la fréquence et crée un système de probabilité. En milieu naturel, l'enfant apprend un mot avec ses caractéristiques linguistiques, c'est-à-dire, quand il apprend un mot, il apprend tout ce qui va avec le mot, c'est-à-dire les caractéristiques phonétiques, grammaticales, lexicales et orthographiques. Par exemple, pour les verbes, l'enfant apprend le genre de sujet qui va avec ce verbe, le genre d'objet qui va avec ce verbe, si ce verbe est utilisé le plus souvent à tel ou tel mode, par exemple subjonctif ou conditionnel, etc., et le temps.
mais aussi si c'est utilisé plus souvent à la voie active ou voie passive. Et des études montrent que même des enfants aussi jeunes que l'âge de 2 ou 3 ans, leur cerveau a acquis, s'ils ont acquis ce mot, ils ont acquis toutes les propriétés qui vont avec. Et même à l'âge de 2 ou 3 ans, c'est assez impressionnant ce que le cerveau peut faire. Par exemple, le verbe falloir, quand on apprend ce verbe, en principe, on apprend qu'il faut le il impersonnel. Enfin, je parle des francophones majoritaires parce que dans nos écoles, ils disent parfois, ils font des erreurs justement. Alors, il faut le il impersonnel. Il s'utilise le plus souvent au présent, bon, même si on peut l'utiliser à d'autres temps. Et on va utiliser soit un infinitif après, donc il faut partir, ou le subjonctif, il faut que tu fasses tes devoirs. Donc, pour maîtriser le mot, il faut apprendre beaucoup de choses qui vont avec ce mot. Et pour apprendre ce mot avec ses propriétés, il faut de nombreuses répétitions. Les répétitions vont permettre l'acquisition et l'extraction des informations, et cela va permettre aux items d'être stockés en mémoire. Et le cerveau va créer une banque de données qui va donc rentrer toutes ces informations. Et une fois qu'il y a suffisamment d'items stockés dans la mémoire à long terme, à ce moment-là, le cerveau commence à créer des catégories abstraites. Et c'est là qu'on peut considérer qu'on maîtrise une règle. Autrement dit, je répète ça parce que c'est important et je vais en parler pendant le reste de la présentation. Pour qu'une règle soit maîtrisée, il faut que l'apprenant ait enregistré dans sa banque de données suffisamment d'items avec toutes les propriétés de ces items pour que le cerveau extrait de façon naturelle, authentique, automatique et systématique les règles qui vont avec. Par exemple, pour l'acquisition des les conjugaisons de verbes, il faut avoir entendu, remarqué et pratiqué les conjugaisons de centaines de verbes. Et pour avoir maîtrisé et enregistré un verbe, il faut avoir entendu ce verbe-là au moins une dizaine ou une vingtaine de fois. Autrement dit, cela veut dire que le cerveau ne fonctionne pas tant en termes de règles, il fonctionne plutôt en termes d'exemplaires, et après avoir enregistré exemplaire après exemplaire, exemple, item, à ce moment-là, le cerveau commence à extraire les informations naturellement pour pouvoir faire lui-même ses règles. C'est comme ça qu'on voit des enfants francophones majoritaires de 2 ou 3 ans qui n'ont aucune idée de ce que c'est que le genre, que les accords, que les terminaisons, les suffixes, les préfixes, quoi que ce soit, qui ne connaissent absolument rien en grammaire traditionnelle. On leur demande avec des pseudo-mots si ce mot est masculin ou féminin, et c'est des mots qui n'existent pas d'après les terminaisons, et ils peuvent vous dire si le mot est masculin ou féminin parce que leur cerveau a créé des catégories abstraites. Par exemple, les mots qui se terminent par sion, par exemple, sont féminins. Et ça, c'est une catégorie abstraite qui ne peut se faire que si on a acquis suffisamment d'items, suffisamment de mots qui se terminent en sion avec l'article correspondant. Est-ce que vous avez des commentaires ou questions sur ce sujet? Non, mais c'est très intéressant et en fait, oui, c'est vrai. Ce que vous dites, c'est vrai. Non, mais il y a des exemples qui le montrent. C'est vrai que les tout petits enfants en maternelle qui n'ont aucune connaissance, qui n'ont pas appris la grammaire ou l'orthographe, ben, ils peuvent parler beaucoup plus correctement qu'un enfant qui est en CM1, CM2 et qui et parce qu'il n'était pas dans un milieu majoritaire ou parce qu'on voit une réelle différence en fait. Et d'ailleurs, ces enfants-là en maternelle et souvent dans les classes, actuellement, c'est plus dur qu'avant parce que aux États-Unis, on a un peu moins d'enfants, elles disent véritablement francophones, qui font partie des classes. Ce sont plus des enfants dont les parents veulent qu'ils soient dans un milieu bilingue. Mais pour le coup, c'est beaucoup plus dur pour la gestion de la classe. Parce qu'il n'y a pas ces enfants qui forment en fait une espèce
de base qui supportent l'enseignement en fait pour les autres. Oui, tout à fait. Alors, à partir... Oui? Effectivement, je partage votre point de vue concernant les difficultés. Surtout quand vous dites que la principale difficulté, donc l'apprentissage de langue, c'est le premier obstacle, ou bien le principal obstacle, c'est la langue maternelle. En ce qui concerne la prononciation, le rythme, la sonorité. Là, je partage vraiment votre opinion. Aussi, donc, pour la prise de la langue, n'importe quelle langue, donc, il faut donc, si je faisais donc un récapitulatif, donc s'immerger dans cette langue, étudier la langue chaque jour, ou bien donc regarder, écouter, lire, écrire dans la langue choisie aussi. Donc, le plus important, c'est d'apprendre le vocabulaire de cette langue. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que si on n'a pas le vocabulaire, il est très difficile d'extraire tout ce qui va avec, qui découle de cela. C'est-à-dire, pour pouvoir maîtriser la prononciation, il faut connaître beaucoup de mots qui ont cette même règle phonétique. Pour pouvoir maîtriser, par exemple, les verbes pronominaux, il faut connaître déjà suffisamment de verbes pronominaux et les avoir entendus en contexte pour pouvoir extraire les règles des verbes pronominaux. Sinon, voilà. Donc si par exemple les enfants ont seulement entendu une personne et pas les autres, par exemple, alors ils vont ils vont utiliser la structure qu'ils ont entendue le plus qui s'adresse à une autre personne, par exemple. Alors, s'ils ont entendu le verbe avoir le plus souvent à tu as, il a, donc ils ont entendu avec la deuxième et troisième personne, mais phonétiquement c'est a, et ils ont plus entendu le a, alors ils vont dire j'a ou je a au lieu de j'ai, parce qu'ils ont plus entendu, par exemple, le a. Donc la fréquence d'écoute va déterminer également les erreurs qui vont se produire. Oui, aussi, de plus, c'est l'interférence. Oui, parce que ça arrive entre les élèves qui ont la langue arabe comme langue maternelle et qui commencent, ou bien qu'ils ont mis du temps à apprendre la langue française. C'est le côté d'interférence, parce que des mots qui sont masculins en arabe, on fait la retombée automatiquement sur la langue française. C'est ça. Voilà, c'est ce qui arrive. Donc, l'interférence, ou bien ce qu'on appelle la contamination linguistique entre les langues parlées, donc entre l'L1 et l'L2. Mais parmi les erreurs, il n'y a pas seulement, oui, certainement l'interférence de la langue maternelle est indéniable, et surtout en début d'acquisition d'ailleurs, mais il y a aussi d'autres raisons, d'autres causes d'erreur. Et une des causes, c'est la surgénéralisation, c'est-à-dire qu'on prend la règle la plus fréquente et on l'applique aux autres, même quand ça ne fonctionne pas. Je vais continuer. Alors, on peut prédire, d'après ce modèle, on peut prédire ce qui va être plus facile à apprendre, ce qui va être plus difficile, et également les erreurs qui vont être produites. Alors, par exemple, puisque dans la catégorie des mots féminins, il y a 1865 noms anciens qui sont féminins et un seul mot qui est masculin, il est clair que ça sera une règle qui sera facile à apprendre. Par contre, si on prend les noms en tis, il y en a déjà très peu. Il y en a 4 qui sont masculins et 5 sont féminins, et en plus, ce sont des mots rares ou très rares. Cela veut dire que même pour des francophones, ils vont se tromper. Et en plus, c'est d'autant plus problématique que le mot commence par une voyelle et qu'on entend régulièrement l'armistice. Donc, on ne sait pas si c'est un ou si c'est une, parce que les règles elles-mêmes ne sont pas, il n'y a pas assez de mots dans cette catégorie. Et parmi ces mots-là, il y en a autant qui sont masculins que féminins, et en plus, ce sont des mots rares. Donc, une structure comme celle-là, alors, une notice, justice, on s'en souvient, mais les autres, si on demande armistice, ça peut créer beaucoup plus de problèmes que des mots anciens, par exemple. Donc, deux choses qui vont créer des difficultés ou qui vont prédire le succès de l'acquisition, c'est le nombre d'items dans une catégorie
mais aussi le nombre de concurrents dans cette catégorie. Donc, si on a beaucoup d'items dans une catégorie et pas de concurrents, puisque le bastion, bon, on s'en fiche, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'items et pas de concurrents. Donc c'est une structure qu'on appelle productive, qui est facile, qui va être facile à prendre. S'il y a peu d'items et qu'en plus il y a beaucoup de concurrents, alors ça va être difficile à apprendre. Alors, voilà comment les locuteurs apprennent en principe les règles de grammaire à l'oral. Ils apprennent le mot et puis ils apprennent la propriété, bon ici l'article qui va avec. Donc le bolide, le druide, le fluide, le génocide, le glucide, ils apprennent des centaines de mots comme ça. Et donc le cerveau crée automatiquement une catégorie abstraite que les noms en id sont masculins. Et ceux qui vont créer des difficultés, ce sont des exceptions, mais dans l'ensemble, soit il n'y en a pas, soit il n'y en a pas beaucoup, et donc ce n'est pas vraiment un problème. Alors même chose pour les mots en UD ou ITUD, on apprend tous ces mots, on apprend le genre qui va avec, et résultat, on apprend que automatiquement, naturellement, les mots en ITUD sont féminins, et les francophones ne vont pas se tromper avec ce genre de choses. Par contre, des non-natifs, ils vont voir un E ici, et là, ils vont penser que c'est féminin, par exemple. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris suffisamment de mots dans cette catégorie. Donc, si le seul mot qu'ils connaissent, c'est par exemple liquide, alors ils n'ont pas suffisamment de mots, d'items dans leur catégorie pour savoir que ce sont des mots masculins. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle il est crucial d'apprendre le vocabulaire qui correspond à des règles de grammaire. Alors, l'être humain a tendance à faire des généralisations, ce qui facilite l'apprentissage, à partir des informations enregistrées. Et c'est la raison pour laquelle plus les informations sont nombreuses, plus la banque de données est complète, plus on va être capable d'avoir un système statistique performant. Alors, le système, c'est qu'on applique la règle la plus fréquente aux cas les moins fréquents, ce qu'on appelle surgénéralisation. Alors, par exemple, la plupart des verbes ont l'auxiliaire avoir au temps composé. Donc, j'ai vu, tu as vu, la su, la mangé, nous avons fini, ils ont compris. Et il y a une liste restreinte de verbes qui ont l'auxiliaire être. Donc, les verbes arriver, venir, naître, etc. Et les verbes pronominaux, comme je me suis ennuyé. Donc, classe beaucoup plus restreinte qu'avec avoir. Alors, le principe général, c'est qu'on applique le plus fréquent, là où il y a le plus d'items, aux classes où il y a moins d'items. Et ça permet, le cerveau simplifie les informations de cette façon. C'est la raison pour laquelle il faut travailler une seule structure à la fois, parce que si on mélange les structures, le cerveau ne va pas pouvoir extraire les informations. Et donc, il faut d'abord apprendre la structure là où il y a le plus d'items, et le cerveau va extraire à ce moment-là les informations. Mais cela permet également de prédire les erreurs. Les francophones majoritaires, s'ils vont se tromper, ils vont se tromper sur ceux qui sont moins fréquents, ceux qui ont moins d'items. Et en langue seconde également. Par exemple, mon neveu, il a dit pendant longtemps j'ai tombé au lieu de je suis tombé, par exemple. Ou bien je m'ai fait mal au lieu de je me suis fait mal, parce que avoir, c'est plus fréquent. Donc, le genre d'erreurs que les francophones font, c'est souvent les mêmes qu'on retrouve également en langue seconde, mais à la différence que les francophones le font quand ils sont petits, puis les autres le font jusqu'à un niveau plus avancé. J'ai une question là par rapport à ça. Ça veut dire que, par exemple, dans nos classes dont les enfants sont en milieu minoritaire, là, quand ils voient le passé composé, il faudrait qu'ils ne voient que la forme avec l'auxiliaire avoir pendant longtemps, avec plein d'exemples, et l'auxiliaire être dans un second temps. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que oui et non. C'est-à-dire que idéalement, oui.
Mais dans la réalité, si on veut que les enfants puissent s'exprimer assez rapidement, qu'ils vous disent, qu'ils vous racontent ce qui s'est passé, il y a eu un problème, etc., c'est bon, ils ont besoin d'au moins quelques verbes. Mais comment dire, idéalement, si on fait une règle, il vaut mieux faire d'abord avoir et faire beaucoup de pratiques jusqu'à ce que ça soit acquis. Et une fois qu'avec avoir, c'est bon, puisque en plus de ça, c'est les plus fréquents, il y a le plus de chances qu'ils aient besoin de cet auxiliaire de toute façon dans la communication. Et puis ensuite, on va voir des groupes, par exemple les verbes de mouvement, puis après des verbes pronominaux ensemble, enfin je veux dire avec être, mais séparés de avoir, parce que si on voit avoir et être en même temps, c'est garanti qu'ils vont mélanger les deux. Parce que ça, de toute façon, ce temps-là, il le voit très tard, il le voit en CM1. Enfin, dans le programme, dans le curriculum français, là, dans le programme français, il n'aborde le passé composé qu'en CM1. Et ça veut dire qu'avant, ils ont plus ou moins fait ce qu'ils ont entendu avec plus ou moins de chance. Donc, quand ils l'abordent réellement sur le papier, ça serait peut-être mieux de voir que avoir en premier. Oui, voilà. Et même chose pour les conjugaisons du présent d'ailleurs. Pour les conjugaisons du présent, bon, on a besoin de être et avoir de quelques verbes pour la communication de tous les jours, faire, etc. Mais idéalement, il vaudrait mieux séparer, faire seulement les verbes du premier groupe, seulement les verbes du deuxième groupe, et même dans les verbes du premier groupe, voir ensemble ceux qui ont les mêmes propriétés, c'est-à-dire changement d'accent, doublement de consonne, etc. Parce que si on mélange les verbes du premier groupe, du deuxième groupe et du troisième groupe, ils vont confondre, ils vont mettre un E ils vont mettre je finis IE par exemple, ou ils vont confondre tous les groupes, toutes les personnes, etc. Donc, idéalement, autant que possible. Mais là aussi, parfois, c'est pas possible. On a besoin de faire certaines choses pour qu'ils puissent communiquer et je comprends bien que ce n'est pas toujours possible. Mais quand on peut, l'idéal, ça reste quand même de séparer les informations et d'avoir beaucoup de pratiques de cette même information. Et je vais montrer tout à l'heure qu'est-ce que j'entends par beaucoup de pratiques. Je voulais aussi mentionner quelques études brièvement parce que le temps passe un peu trop vite. Des études ont montré que il y a une corrélation nette entre le temps de contact avec la langue et la production, notamment de liaison, mais de prononciation ou d'autres faits. Par exemple, dans mon étude sur les liaisons, donc par exemple, mes enfants, nous avons, c'est avéré que les francophones venant de France produisaient les liaisons obligatoires correctement à 97,5% du temps, tandis que ceux qui venaient des pays africains, qui avaient eu la moitié de l'input, c'était pour la plupart seulement à l'école et à la maison ils parlaient une autre langue, avaient 84,8%. Et quant aux anglophones qui parlent le français, qui ont appris seulement 3-4 heures par semaine, là, ça tombe rapidement à 50-40%. Donc, on voit, une corrélation nette entre le temps de contact et les productions, de n'importe quoi d'ailleurs, en grammaire, en prononciation ou autre. Bon, là, on voyait le taux de production des liaisons correspondait avec le temps de pratique de la langue, en fait. Bon, on n'a pas trop le temps, donc je vais continuer. Alors, les implications pour l'enseignement, c'est que les explications de règles aident un peu. Ça aide, oui, de savoir comment ça fonctionne, mais en réalité, ça aide pas autant qu'on croit, parce que les apprenants peuvent connaître une règle et continuer à faire des erreurs. Et aussi, ça serait dans le meilleur des cas où ils connaissent, comprennent et se souviennent d'une règle. Mais bien souvent, ils ne comprennent pas la règle, ou bien ils l'oublient, ou ils mélangent les règles. Et même si ils les connaissent, ça ne veut pas dire qu'ils les emploient quand ils en ont besoin. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient capables d'utiliser les règles correctement, à l'oral et à l'écrit.
Alors, même si des règles paraissent simples, par exemple le S du pluriel des adjectifs ou des noms, en réalité, ces règles ne sont pas acquises facilement. Et ça, c'est la même chose dans toutes les langues, hein. Si on regarde en anglais le S de la troisième personne, c'est assez simple, c'est la seule conjugaison qu'il y a de mettre un S de la troisième personne, et pourtant, les gens continuent à ne pas mettre le S ou le mettre où il ne faut pas. Donc, le cerveau fonctionne difficilement en termes de règles abstraites, conscientes, mais plutôt sous forme de règles inconscientes. Et pour que le cerveau arrive à créer ses propres règles, il faut qu'il y ait eu une exposition assez intensive, assez grande à des exemples et des items qui représentent cette règle. Pour maximiser les efforts de tous, il est préférable d'aller dans la même direction qu'un apprentissage entre guillemets naturel, c'est-à-dire où l'apprenant est exposé à des structures et ensuite c'est son cerveau qui fait naturellement des règles, presque même si on ne les lui a pas expliquées. Alors, pour la grammaire, la lecture et l'exposition naturelle aux règles grammaticales écrites sont particulièrement utiles. Donc, plutôt que de dire, bon, pour les adjectifs, on met un S si le nom est pluriel. Ça sera plus utile de leur demander de lire et de faire certains exercices que des explications. Et j'ai fait moi-même une étude pour mon doctorat où je comparais les résultats d'apprentissage. Il y avait un groupe qui avait surtout des règles de grammaire théorique, un groupe qui avait seulement des corrections et puis un groupe qui avait seulement des répétitions. Et le groupe qui a de loin surpassé les autres, c'est celui qui a eu les répétitions. Donc, et ça, c'était pour les liaisons dont je parlais tout à l'heure. Alors, les implications pour l'enseignement, c'est qu'il faut avant tout accroître la banque de données de vocabulaire de l'apprenant avant d'enseigner les règles de grammaire, de lecture, d'écriture, de prononciation ou quoi que ce soit. Il faut également travailler la prononciation et la reconnaissance de la prononciation. Par exemple, mes enfants qui ont appris le français langue seconde n'entendaient pas la différence entre Daniel et Daniel. Bon, je ne suis pas les seuls à ne pas entendre la différence d'ailleurs. Mais ça m'a assez surprise quand ils m'ont dit ça. Je me dis, mais c'est pas du tout la même chose, écoute, c'est Daniel. Tu vois bien qu'il y en a un qui est beaucoup plus long que l'autre. Ben, en fait, pour des francophones minoritaires, ils n'ont pas acquis ces détails de prononciation et donc il y a beaucoup de choses qu'il faut travailler même à l'oral et l'écrit en même temps. En fait, on peut travailler 3 choses en même temps, la prononciation, le vocabulaire et la grammaire et l'écriture, même 4 choses en même temps. Par exemple, pour l'étude du genre, on peut faire la différence entre, mettons, œil et œil. Par exemple, cercueil par rapport à feuille, la longueur de la syllabe finale, la syllabe est plus longue lorsqu'il y a un E. Même chose pour mère et mère, ce genre de choses. Et ensuite, on voit le genre, l'article et également l'écriture. Donc, on peut voir les 3 ensemble. Tandis que pour des francophones majoritaires, ils connaîtraient déjà les mots pour la plupart, ils connaîtraient déjà la prononciation, ils n'ont qu'à apprendre l'écriture. Mais pour des non-natifs, il faut tout apprendre en même temps. Et pour pouvoir tout apprendre en même temps, il va falloir beaucoup de répétition de ce vocabulaire et travailler ce vocabulaire. Par exemple, une fois, j'avais demandé à mes étudiants à l'université, bon, ben, dites-moi des mots en « hey ». Et là, j'avais été surprise parce que, bon, c'est vrai que déjà, au départ, il n'y a pas beaucoup de mots en « hey » déjà, mais lorsque je leur avais demandé, le seul mot qu'ils pouvaient me dire, c'était « soleil » et c'est tout. Donc, s'ils n'ont pas suffisamment de mots dans leur banque de données, ils ne peuvent absolument pas extraire les informations. Donc, il va falloir travailler le vocabulaire qui correspond à ces règles. Alors, le réveil, un orteil, le sommeil, etc. Donc, développer le vocabulaire et ensuite demander, et on va voir des exemples dans un moment.
Et une fois qu'ils ont... Et là aussi, on va séparer, on va d'abord faire les mots masculins qui se terminent par IL, avant de faire les mots féminins en 2 LE, parce que sinon, on risque encore de mélanger les choses. On peut enseigner une structure à la fois et attendre que la structure soit acquise avant de voir les exceptions. Par exemple, les mots en id sont féminins, mais masculins, donc le bolide, le liquide, mais il faut quand même apprendre des exceptions, mais on va prendre des exceptions seulement lorsque la règle générale est apprise. Alors, implication pour l'enseignement. On va voir d'abord les règles les plus fréquentes, par exemple l'auxiliaire avoir au passé composé. On va enseigner les items individuels constituant une règle plutôt que la règle abstraite elle-même. On peut mentionner la règle, mais ce qu'on va surtout voir, c'est de nombreux exemples des items. Alors, plutôt que de leur dire, alors on va utiliser l'auxiliaire avoir avec les verbes au passé composé, on va leur donner des exemples. J'ai mangé, tu as dansé, il a dansé, il a acheté. Et tant pis s'ils ne savent pas exactement identifier ce que c'est qu'un auxiliaire, mais l'important, c'est qu'ils soient capables de reconnaître et de comprendre ce qui se passe, de se souvenir, et ensuite d'être capable d'appliquer. Donc, de donner de très nombreux exemples de ces structures ici. Voire une règle à la fois, c'est-à-dire seulement le passé composé des verbes en ER, si on peut. Commencer par une exposition passive de reconnaissance avant d'aller vers des exercices qui ont une charge cognitive plus grande. Donc, d'abord la reconnaissance, ensuite des exercices assez faciles, et puis la production va être en dernier. Et fournir de très nombreuses répétitions avant de leur demander de produire quelque chose. Une fois la règle fréquente acquise, c'est-à-dire avec avoir, on va voir la règle moins fréquente avec être. Et en dernier, demander de créer une petite histoire. Alors, ce qui se passe souvent, ce que je vois un peu trop souvent, c'est qu'on explique une règle, et puis on donne 1 ou 2 exemples. On demande aux élèves de faire un petit exercice avec 3, 4, 5, 6, 10 mots. Ok, vous avez vu, vous avez compris, maintenant à vous, et puis racontez une histoire. Mais en réalité, il n'y a pas eu suffisamment d'exposition à la langue pour que cela soit suffisant. Et c'est là qu'on va avoir des difficultés et il va y avoir des problèmes inévitablement. Alors, à éviter autant que possible, surtout avec des plus petits. D'ailleurs, avec les plus petits, je ne sais même pas si c'est possible, de donner des règles abstraites, de faire de longues explications, de voir trop à la fois. Par exemple, l'enseignement du passé composé avec être et avoir, d'aller trop vite, on donne une règle, on donne 2 ou 3 exemples, et puis ensuite, allez-y, utilisez ça, et de voir les exceptions avec les règles. Ça, ce sont parmi les plus grands problèmes qu'on rencontre. Alors, pour le vocabulaire, bon, là, je manque un petit peu de temps. Je vais résumer chaque diapo très rapidement. Il faut en fait avoir lu, entendu et remarqué les mots au moins entre 10 et 20 fois, selon la longueur et la complexité du mot. Et ensuite, les avoir pratiqués dans des exercices. Sinon, on les oublie. Pour le vocabulaire, là, on trouve chez les enfants beaucoup de différences selon ce qui se fait à la maison, selon les expériences des enfants. Et on veut s'assurer que les enfants soient sur le même, soient à égalité, parce que s'il y a des enfants qui ont 3, 4, 5, 10 fois plus de vocabulaire, forcément, ça va être beaucoup plus facile pour eux, puis ça va être très difficile pour les autres. Donc, il va falloir travailler le vocabulaire de manière explicite et rencontrer des textes et les produire, organiser une progression, choisir des thèmes de vocabulaire et trouver des textes correspondants, ou bien faire ses propres textes en utilisant le vocabulaire choisi. Donc, si on veut travailler la grammaire, le vocabulaire ensemble, bien souvent, il faudra faire ses propres textes et faire pratiquer ce vocabulaire avec des répétitions de ce vocabulaire.
Pour la grammaire, alors ce qu'on peut faire, c'est voir un verbe à la fois et le voir soit aux mêmes personnes ou au moins un nombre de personnes limité, mais on peut voir la structure entière parce que finalement, manger, non seulement il faut savoir le conjuguer et le prononcer, mais il faut voir le reste de la phrase également. Et pour manger, il faut du, de, la, des, sinon les enfants vont mal utiliser. Alors, on peut en profiter pour faire le vocabulaire de la nourriture. Et puis, et voilà le genre d'exercice qu'on peut faire. Donc, d'abord, on présente des exemples. Et puis, on va faire des exercices très, très simples. Hier, Rebecca a mangé des tomates et des petits pois. Et toi, qu'as-tu mangé? Puis, on peut donner une liste restreinte. Donc, dans ce cas, ils n'ont qu'à utiliser le nouveau verbe. Ils ont des mots à choisir. Enfin, ils peuvent choisir parmi une liste. Donc, les exercices sont simples à ce moment-là. Et puis, on va fournir de nombreuses répétitions où on peut, si les enfants sont plus petits, il va falloir trouver des activités qui permettent des répétitions, mais sans être ennuyeux. Et c'est là peut-être tout le défi de l'enseignement. Donc, des répétitions qui ne paraissent pas répétitives. Donc, c'est un grand défi. Alors, on va changer les exercices pour que les enfants ne se rendent même pas compte qu'on travaille en fait la même chose. Parce que si on fait des choses différentes, les enfants ne se rendent pas compte qu'on travaille parce qu'ils se concentrent sur ce qu'on fait. Alors, par exemple, on apporte des objets et puis vous leur demandez de faire semblant de manger ou quoi que ce soit, ou d'acheter. Et puis ensuite, des élèves vont mimer quelque chose et puis les autres de la classe vont commenter ce qu'ils sont en train de faire, par exemple. Ou bien on peut demander aux enfants de dessiner leur nourriture préférée, puis avoir des phrases, et faire correspondre les phrases à des images, par exemple, ou bien à des dessins qu'ils vont faire, et puis apporter de la nourriture en plastique. Voilà, donc on a toutes sortes d'activités qui vont permettre de la répétition. Ça peut être la répétition à l'oral, sur des présentations, à l'écrit, et on peut en profiter d'ailleurs pour faire une petite leçon sur la nourriture saine, sur les fruits, les légumes, bien manger, la nourriture à éviter, etc. Et une fois qu'ils ont entendu suffisamment de mots en structure, dans des phrases entières, à ce moment-là, on va commencer à voir l'écrit. Et une fois que tout ça a été vu un grand nombre de fois, à ce moment-là, on leur demande d'écrire. Mais il faut vraiment passer du plus facile au plus difficile. Alors, par exemple, les exercices passifs. On va demander simplement de souligner les verbes au passé composé. C'est super facile à faire, tout le monde devrait le réussir sans problème. On donne un exemple et puis ils soulignent. Et en faisant cela, qu'est-ce qui se passe? Ça les force à faire attention aux verbes et à voir structure après structure. Et ça permet au cerveau de commencer à enregistrer des informations. L'exercice est très facile, le seul but est de fournir des répétitions. Et puis après, on peut vérifier si les enfants ont bien tout souligné. Attention, tu as oublié de mettre « et », nous avons, voilà. Ils voient les verbes en contexte et on voit que systématiquement, c'est « et » à la fin. Et j'ai fait l'expérience dans mes cours de débutants avec les Chinois, mais alors ça s'est passé, ils n'ont eu aucun problème à assimiler la structure en une heure. Une fois qu'ils ont vu des exemples comme ici. Maintenant, le verbe, il renvoie le même verbe encore une vingtaine de fois, enfin la structure des verbes du passé composé avec les verbes en une vingtaine de fois, et là, simplement, ils doivent terminer la phrase. Et peu importe ce qu'ils mettent, c'est encore facile, et le but, c'est une autre fois qu'ils lisent, qu'ils soient exposés à la structure. Donc, j'ai préparé, ça peut être n'importe quoi. Un gâteau, un sandwich, peu importe. Et puis, tout ce qu'ils diront, c'est très bien. Bon, là, on ne va pas être trop regardant sur ce qu'ils ont écrit.
on utilise les mêmes phrases qui étaient déjà ici pour fournir une répétition et pour s'assurer qu'ils connaissent bien le vocabulaire. Donc, préparer, cacher, jouer, oublier, des verbes assez faciles, les mêmes phrases, le même vocabulaire, comme ça, il n'y a pas de problème de compréhension et il y a une répétition des structures. Alors, ça, c'est très répétitif parce que ce sont les mêmes phrases. Mais à chaque fois, on leur demande de faire quelque chose de différent. Donc, eux, ils ne perçoivent pas comme étant si répétitif que ça. Parce que, et là, on peut dire au clown de la classe de dire des bêtises, peu importe. Donc, ça peut être n'importe quoi. Ils peuvent répondre ce qu'ils veulent. Et ceux qui sont moins créatifs, ils peuvent tout simplement reprendre les mêmes exemples qui étaient là. Le but étant de répéter, de revoir les mêmes structures un grand nombre de fois. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils ont déjà vu 40 fois la même structure. Maintenant, on leur demande de trouver les verbes qui manquent et de trouver la bonne conjugaison du verbe. Mais on vient de les voir déjà, donc c'est vraiment pas compliqué normalement. Hein. Et si ils ne l'ont pas bien fait, ben c'est pas grave, on le corrige. Voilà. Et une fois qu'ils ont vu tout ça, à ce moment-là, on va passer à l'oral en communication authentique. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va commencer à faire des phrases un peu plus spontanées où ils peuvent écrire une petite histoire. Mais on voit que la communication spontanée vient après une dizaine d'étapes où ils ont été vraiment en contact assez intensif avec la même structure. Parce que si on leur demande tout de suite de se lancer dans une conversation spontanée ou un exercice de communication spontanée, ils n'ont pas suffisamment eu d'informations pour être en mesure de faire l'exercice comme il faut. Donc j'arrive à la fin ici de cette présentation. En milieu majoritaire, les enfants bénéficient d'une pratique intensive, mais les minoritaires n'ont pas cette pratique intensive. Et c'est la raison pour laquelle, en salle de classe, il faut leur fournir cette pratique dont ils ont tant besoin, à l'oral et à l'écrit, pour pouvoir enregistrer toutes ces informations et maîtriser ces règles. La fréquence et la répétition sont à la base de l'apprentissage. Et avec des heures de pratique restreinte à l'école, il faut compenser ce manque de répétition avec des exercices qui permettent une certaine répétition. Pour que l'apprentissage se fasse naturellement et que le cerveau crée des catégories abstraites, comme nous l'avions vu au début. Ils ont donc besoin de beaucoup de répétitions pour chaque item et de beaucoup d'items pour pouvoir maîtriser la structure, ce qui se fait une fois que la banque de données est plus ou moins complète. Il vaut mieux présenter une règle simple avec beaucoup d'exemples et de pratiques plutôt que de longues explications qui ne seront pas très utiles. En fait, les explications les enfants vont se sentir souvent perdus. Et je ne parle même pas de ceux qui ont des difficultés d'apprentissage, alors là c'est encore pire, et ceux qui ont des difficultés d'attention également. Donc, en présentant une règle à la fois et en faisant pratiquer cela, même les élèves qui ont des difficultés d'attention, ils vont pratiquer une même structure pendant, mettons, 10 minutes. Ensuite, on peut faire des activités à l'oral où ils peuvent faire des sortes de jeux, mais en pratiquant quand même, mais de façon un peu décontractée, disons. Et aussi, même les règles les plus simples, comme le S pour le pluriel, le pour le féminin, demandent beaucoup de pratique. Et en particulier, la grammaire, ça demande des centaines, peut-être des milliers même de répétitions. Moi, je ne sais pas combien de fois j'ai répété à mes enfants la question du S du pluriel et du E du féminin. Ils continuent à faire des erreurs, donc il faut répéter, faire des dictées des centaines de fois, leur demander de se poser des questions, et ce n'est qu'avec des milliers de répétitions qu'ils arrivent finalement à maîtriser certains concepts qui paraissent assez simples. Les fondations de la langue au primaire et en particulier de la langue orale sont les plus importantes parce que tout repose sur ces fondations-là de la langue orale, des choses qui paraissent simples. Donc, ça vaut la peine de prendre plus de temps pour qu'ils maîtrisent ces règles-là, plutôt que de vouloir faire beaucoup de choses qu'à la fin, ils ne maîtrisent pas parce qu'ils n'ont pas eu suffisamment de répétition.
Alors, pour pouvoir, un des problèmes qui se pose, c'est le manque d'input, comme on l'a vu, le manque de pratique de la langue. Donc, il va falloir essayer, donc même si ce n'est pas toujours possible, on peut au moins essayer de proposer des activités qui sont relativement agréables en dehors de l'école. Par exemple, demander d'écouter des chansons, de regarder des dessins animés, des films, et aussi de noter ces activités comme devoir, parce que bien souvent, s'il n'y a pas de notes à l'appui, personne ne le fait s'ils ne se sentent pas un peu motivés, entre guillemets. En Amérique du Nord, il y a le système de récompense qui est très en vigueur. Donc, pour les enfants qui ont lu, écouté le français, regardé un film et qui ont une preuve de leur apprentissage, à ce moment-là, on peut avoir un système de récompense. Mais parfois, les récompenses peuvent être simples. Hein, c'est pas moi, je suis l'année du jour, je peux m'asseoir sur cette chaise aujourd'hui. Hein, des fois, c'est pas si compliqué, le système de récompense. Faire des activités aussi qui incluent la danse et le chant, parce que ça permet une pratique orale et une pratique de la prononciation qui souvent manque à l'école. On travaille souvent l'écrit, la grammaire, l'orthographe, etc. Et souvent peu l'oral. Et la danse et le chant c'est un excellent exercice de prononciation. Proposer des activités qui encouragent la découverte et l'autonomie. Enseigner des stratégies d'apprentissage, impliquer les familles, leur expliquer le rôle de l'exposition à la langue, faire des échanges entre classes du même âge, par exemple avec la webcam où on correspond avec d'autres familles et avec d'autres élèves d'une autre classe ou même d'un autre pays. Aussi, les activités demandées doivent correspondre aux besoins et au niveau des apprenants et également à leur âge, bien sûr. On peut aussi avoir le mot du jour, qui a appris un nouveau mot, comment l'avez-vous appris, puis faire toutes sortes de jeux pour développer le vocabulaire, puisque, comme nous l'avons vu, le vocabulaire est à la base de la grammaire, de l'écriture, de la compréhension de l'écrit également. Merci. Est-ce que vous avez des questions, commentaires, suggestions? Juste une petite idée, donc je ne sais pas, donc parce que je suis donc arrivé donc 5 minutes ou bien 6 minutes après le départ de cette séance. Je ne sais pas si vous aviez parlé de la motivation comme condition sine qua non de tout apprentissage. Comment on dit, donc créer sa propre pulsion interne pour apprendre quelque chose, trouver les bonnes raisons d'apprendre une langue ou bien transformer cet apprentissage en passion ou se fixer des objectifs motivants pour apprendre. Oui, la motivation, oui, vous avez raison, il y a plusieurs sortes de motivation, la motivation intrinsèque et la motivation externe et interne, disons. Mais bien souvent, une des choses qui motive beaucoup les apprenants, c'est de voir qu'ils sont bons, qu'ils arrivent à bien faire quelque chose. Et si… La sensation du plaisir éprouvé lors de l'apprentissage qui repousse à refaire ou bien revivre la même expérience, vous dites. Voilà, et de voir qu'ils ont compris, qu'ils sont bons, qu'ils arrivent à faire quelque chose, qu'ils font des progrès, souvent c'est très valorisant pour les enfants parce que s'ils se sentent bons, ça va les encourager à continuer. S'ils ont l'impression qu'ils ont des mauvaises notes, que c'est difficile, qu'ils ne comprennent pas, et tout ça, quelles que soient les motivations de départ, ça va les décourager. Et c'est une des raisons pour lesquelles, si vous regardez les activités qui étaient proposées tout à l'heure, les activités au départ, on va présenter quelque chose comme avec des images. Donc c'est assez facile. Et puis on peut même demander à certains de la classe de commenter. Donc il y a pas. Si on enlève déjà le stress, en particulier pour la grammaire et pour l'écrit, et puis qu'on fait sous forme d'activités relativement agréables, disons. Après, la grammaire, bon. Mais on commence avec des images et puis on demande à des enfants de commenter ce qu'ils voient. Bon, là, on donne des exemples. Ensuite, on peut montrer seulement les images sans ce qu'il y a ici. Et puis ensuite,
on va donner des exemples, on peut avoir des images. Et puis, on peut demander aux enfants de participer, où chacun peut dire quelque chose. Alors, par exemple, pour la nourriture, c'est facile parce que vous pouvez avoir des trucs en plastique, par exemple, un gâteau en plastique, comme ça, et puis vous leur demandez, il y a plein de trucs là, hein. Moi j'ai tout des gaufres, toutes sortes de trucs, et puis vous leur demandez, alors, qu'est-ce que tu as mangé hier? Et puis, et là, les enfants n'ont même pas besoin de dire la vérité, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais c'est facile. Alors, et puis c'est relativement amusant, puis chacun peut dire un peu ce qu'il veut, comme il veut, puis on peut mettre la personnalité de chacun en valeur, c'est-à-dire s'il y a des clowns dans la classe, c'est le moment de les utiliser parce que du moment qu'ils font participer puis qu'ils présentent des structures, faites le clown, ça va très bien, ça rendra l'exercice plus amusant. Voyez l'atmosphère là de l'apprentissage. Voilà. Et donc, s'il y a suffisamment de répétitions, normalement, à moins qu'il y ait des problèmes importants de troubles d'apprentissage, si on fait comme cela, c'est-à-dire qu'on présente de nombreuses structures, de nombreuses fois, et puis qu'on commence avec des activités comme ça, qui sont super faciles, parce que quand même, souligner ça, on voit qu'il y a 2 parties, ok, on souligne. Bon, lui, il n'y en a qu'un, attention, celui-là, il n'y en a qu'un, donc c'est au présent. Ça leur fait comprendre que ce verbe au passé composé, il y a deux parties. Donc, l'auxiliaire et le participe passé, mais ça lui fait aussi voir qu'il y a un « et » ici. Et s'il y a un « et » qui le voit une quarantaine, soixantaine, 100 fois, mais ils s'en souviennent. Je l'ai testé moi-même. Et ils s'en souviennent même si on n'explique rien. On leur demande après de l'écrire, ils l'écrivent facilement. Et après, si on leur dit « Waouh, vous avez super bien fait, regardez », puis on met les phrases de chacun qu'ils ont écrit au tableau, puis on les valorise pour ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont appris. Je pense que la motivation va aller de pair parce que s'ils voient qu'ils ont bien fait, s'ils voient qu'il y a des activités amusantes, il y a des jeux, des exercices où il faut mimer, où il faut commenter, où il faut deviner. Alors, l'apprentissage de la grammaire ou du vocabulaire dans ces conditions va être relativement agréable. Et si c'est agréable et qu'ils réussissent et qu'ils ont des bonnes notes et qu'on leur dit qu'ils ont très bien fait, bravo, c'est super, tu as bien compris, ben, je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas motivés, sauf s'ils ont eu vraiment de mauvaises expériences avant. Ce que je pratique moi avec mes élèves, si l'on peut dire, c'est que je pratique plutôt avec eux ce qu'on appelle l'enseignement explicite. C'est que au début de la séquence, je déclare la tâche finale. Je leur déclare la tâche finale. Voilà ce qui est attendu à la fin de cette séquence. Autrement dit, donc, c'est la notion de la poutre. La poutre là entre l'élève et la réalisation de sa tâche finale qui s'impose. Et c'est là que l'élève, ou bien l'apprenant, verra la poutre s'élargir ou devenir étroite. Devenir étroite, cela, ça donc des directs, donc il a des difficultés donc à surmonter. Ça, c'est d'après moi, donc la plus grande motivation pour l'élève pour qu'il arrive à atteindre le trop bout de la poutre et par la suite réaliser donc cette tâche finale qui est attendue. Et pour l'évaluation, je pratique ce qu'on appelle la tâche scolaire à la fin d'une compétence ou bien la réalisation d'une compétence. C'est là qu'ils appréhendent une sorte de tâche scolaire pour aboutir à la tâche finale en fin de la séquence. Une chose aussi c'est ce dont vous parlez, c'est d'évaluer aussi le niveau d'un apprenant au début et de voir ensuite ses progrès. Alors, si par exemple, mettons pour la grammaire, les accords, on leur demande d'écrire une petite histoire s'ils sont un peu plus avancés, je veux dire. Ensuite, on va noter un nombre d'erreurs, par exemple, et puis 2 mois ou 3 mois plus tard, on leur demande d'écrire sur le même sujet, et puis là, il va avoir moins d'erreurs. Et là, si on les valorise en leur disant, mais regarde, là, la première fois, tu avais fait des erreurs avec ça, ça et ça, et maintenant, tu as bien écrit cela. Donc, même si
l'élève fait encore des erreurs, mais au moins, il voit des progrès. À ce moment-là, ça va le motiver pour à la prochaine évaluation, il y ait encore moins d'erreurs. Et à ce moment-là, l'enfant se sent valorisé, même s'il continue à faire des erreurs. Je crois que la valorisation de l'enfant joue un grand rôle sur sa motivation. Là, oui, quand il aura pu donc intégrer ses connaissances dans une situation d'intégration, là. Oui, oui. Mais pour pouvoir, si on fournit un grand nombre de répétitions, normalement, l'intégration se fait. Parce que, par exemple, pour cette histoire du passé composé ici, j'avais un groupe d'étudiants chinois. Bon, ce sont des adultes, donc les adultes apprennent quand même plus vite que les enfants parce qu'ils ont une capacité cognitive supérieure. Mais je leur ai montré le truc, on a travaillé, je leur ai montré des exemples comme ça, avec une page entière d'exemples. Je leur ai demandé de le lire, ce qui a pris, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure peut-être. Ensuite, je leur ai demandé de souligner les trucs, ça leur a pris un quart d'heure. Et ensuite, je leur ai demandé de faire ça. Le tout a pris, je sais pas, 1 heure peut-être. Et ils arrivaient, il n'y avait pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on a vu avoir. Avoir, il n'y a pas d'accord, donc la règle est simple, il n'y a pas la question des accords. Donc, ils sont arrivés à faire avoir avec le « et » sans aucun problème. Il n'y a pas une seule personne de la classe qui a écrit « ER » à la fin. Tandis que les étudiants qui arrivent, qui ont fait 12 ans de français à l'école, la moitié me mettent ER. Donc, si ils ont vu suffisamment d'exemples en contexte, normalement, ils intègrent les informations, ils absorbent. Je me rappelle ce que j'avais fait avec mes élèves, c'est qu'on avait établi ou bien construit 2 énormes affiches représentant la maison de avoir et la maison de être. Les verbes les plus utilisés, donc qu'on avait qu'ils ont figuré dans des textes, dans des situations de communication. Donc là, on a tout noté comme ça. On a pu énumérer la majorité des verbes soit avec l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir. Et ça a eu du succès, donc, cette activité, je me rappelle. Pour être, ce que vous pourriez faire dans les classes, c'est avoir des activités qui pratiquent un grand nombre de fois chacun des verbes. Par exemple, où est-ce que tu es allé hier? Et puis, chaque personne, d'abord, une personne pose la question à son voisin, sa voisine, l'autre personne répond. Je suis allé n'importe où à l'école. OK. Où es-tu allé le week-end dernier? Où es-tu allé la semaine dernière? Et à chaque fois, on pratique le même verbe de nombreuses fois jusqu'à ce que ça devienne automatique. Parce que idéalement, disons, le mieux, ça serait qu'ils puissent le dire sans réfléchir. Parce que si on doit réfléchir, oh, est-ce que c'est être? Est-ce que c'est avoir? Ah oui, ça faisait partie de cette liste. Vous voyez, c'est un peu, disons que voilà, c'est-à-dire que c'est une première étape qui est certainement utile pour les apprenants, mais ce qu'on veut obtenir, c'est qu'ils le fassent naturellement, qu'ils n'aient plus besoin de réfléchir et qu'ils ne se trompent plus. Et si on fait de nombreuses répétitions de chaque verbe, parce qu'après tout, il n'y en a pas tant que ça, il y en a quoi, une vingtaine de verbes, il y a être, venir, compagnie. Hein. Donc, c'est ce que j'avais fait, par exemple, pour le verbe naître. On leur demande de trouver des personnages qu'ils aiment, et puis ensuite on leur demande alors je sais pas, Justin Bieber, je sais pas qui, Selena Gomez, je sais pas qui sont les personnalités que les jeunes aiment, et puis on leur demande quand est née cette personne. Et là, en faisant ça, chaque personne va présenter le personnage qu'ils ont choisi, et puis dire quand la personne est née. Et en faisant ça, si on a, mettons, 20 élèves dans la classe, on va entendre 20 fois la même structure. Il est né le 18 janvier 1900. Et si on fait cela,
ça va être intéressant pour les enfants parce qu'ils voient des personnages et puis ils doivent deviner. Ah oui, et on peut en profiter pour voir l'âge en même temps. Il est né, je ne sais pas, en 2010, donc il a tel âge. À ce moment-là, on fait l'âge et la date de naissance en même temps. Mais si on répète ça 20 fois, normalement, il devrait quand même s'en souvenir assez bien. Le fait de révéler les astuces. Par exemple, je leur dis donc une action que fait avec un membre du corps, donc on peut la conjuguer avec l'auxiliaire avoir. Et celle qu'on fait avec le corps entier, tomber, naître, entrer, sortir, là on aura recours à l'auxiliaire être. C'est sûr que des trucs, des stratégies facilitent l'apprentissage, accélèrent l'apprentissage, certainement. Mais c'est une chose à intégrer dans les cours. D'accord. Valérie? You are now unmuted. Oui. Comment? You are now muted. Je voulais juste parler de. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais donc moi j'ai des enfants finalement qui ont été exposés en premier au français, qui ont eu l'anglais très rapidement, qui étaient plutôt donc des enfants qui maîtrisaient le français et qui paradoxalement ont eu pas mal de difficultés avec l'orthographe sans qu'elles aient de difficultés, enfin de problèmes, de difficultés d'apprentissage. Mais elles sont arrivées au collège en faisant encore beaucoup de fautes, et même après le collège. Et moi, ça m'a toujours un petit peu, ça m'inquiétait pas, mais je trouvais ça un petit peu anormal, entre guillemets. Et un jour, j'ai vu une des profs de français qui m'a dit, mais tu sais, c'est vraiment, faut pas s'inquiéter parce que la maturité orthographique, c'est au lycée. Et j'avais jamais entendu parler de cette notion de maturité orthographique. Et c'est vrai que ma fille aînée a commencé à ne plus faire de fautes au brevet des collèges, c'est-à-dire en troisième en fait. Et là, j'ai vraiment vu une espèce de revirement où elle passait de textes qu'elle écrivait avec des tonnes de fautes en mettant n'importe quoi pour les participes passés, voire elle pouvait m'écrire « j'ai préparé ER à la fin », ça la dérangeait pas du tout, à une enfant qui a vraiment eu plus conscience en fait de tout ce qu'elle avait appris un petit peu par miracle, comme s'il y avait eu un déclic. Et donc, je me demandais si on parle de cette maturité orthographique, enfin, si ça a été étudié ou si c'est un concept qui est connu. Voilà. Oui, en fait, ce dont vous parlez, c'est, j'ai jamais vraiment entendu le terme la maturité orthographique, mais par contre, j'ai entendu d'autres termes, dont je me souviens plus d'ailleurs, qui, lorsqu'ils souvent, voilà ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on travaille des trucs, on explique des trucs, et puis on a l'impression que ça ne rentre pas. On se dit, mais c'est pas possible, combien de fois on a répété ça, je l'ai déjà dit, ils ont déjà fait, je sais pas ce qui se passe, ils comprennent pas, je sais pas ce que c'est. Et puis au bout d'un moment, on se dit, bon, je vais laisser tomber, parce que de toute façon, apparemment, ils n'apprennent pas, alors c'est pas la peine de perdre du temps, on va arrêter avec ça. Et puis d'un seul coup, comme ça, comme par miracle, ils le font bien, comme s'il y avait eu un déclic, c'est-à-dire que jusqu'à ce moment-là, ils semblaient absolument pas comprendre ou maîtriser une règle, et puis maintenant, là, d'un seul coup, on ne sait pas trop pourquoi ni comment, ils arrivent à maîtriser la règle. Et je crois que c'est de ça que vous parliez, n'est-ce pas? Oui, en fait, c'est ça. Enfin, moi, ça a été très flagrant pour ma fille, en fait, et c'était pas que pour une règle, quoi. C'était pour l'orthographe en général. Oui, ce qui se passe, c'est que pour pouvoir maîtriser quoi que ce soit une règle de prononciation, que ce soit une règle de conjugaison ou quoi que ce soit, en fait, d'orthographe ou quoi que ce soit, en fait, il faut avoir été en contact avec cette structure un certain nombre de fois. Et donc, si un enfant lit beaucoup,
ce que vous appelez maturité orthographique va apparaître beaucoup plus tôt parce qu'ils auront eu plus d'exposition à la langue écrite. Donc, un enfant qui lit beaucoup, il va avoir une meilleure orthographe et une meilleure grammaire plus rapidement. Un enfant qui lit peu ne va pas voir souvent ces mots-là, et la seule façon pour lui de savoir comment écrire ces mots, c'est lorsqu'il va devoir les écrire. Mais au début, il va se tromper. Donc, si ces mots-là n'ont été utilisés que quelques fois, puis qu'il y a eu des erreurs, ben, ça peut prendre des années, parce que s'il ne les a pas vus entre-temps et qu'il n'a pas été nécessairement corrigé, alors ça peut prendre du temps. Donc, en fait, il va falloir, ce que vous dites, cette maturité, elle va dépendre en fait du nombre d'expositions à cette structure. À partir de la 6e, ils lisent beaucoup plus. Ils lisent, enfin, je crois, je suis plus pour vérifier, mais ils lisent beaucoup plus qu'avant, souvent des livres entiers, ou disons, ils lisent plus. Et s'ils lisent plus, ils vont être en contact avec plus d'écrits, avec plus de structures. Et donc, on devrait voir des progrès à ce moment-là, dans la mesure où il y a une plus grande exposition à ces structures-là. Mais pour vous donner un exemple de ce que vous dites, là, quand mon fils était petit, quand il était au CP, CE1, bon petit, je lui lisais des livres presque tous les jours. Et dans ces livres, même des livres les plus simples, par exemple Le Petit Prince, c'était souvent au passé simple, même si ce sont des livres pour les enfants petits, les enfants jeunes. Mais le passé simple, moi, dans notre conversation de tous les jours, on l'utilise pas. Dans le seul moment où mon fils entendait le passé simple, c'était quand je lui lisais les livres. Et je lui lisais peut-être 1 heure chaque jour. Voilà. Ben, quelques jours, enfin au bout de quelques semaines, il a commencé à utiliser le passé simple dans la conversation. J'en revenais pas, je dis mais dis ça. Et ben c'est parce qu'on avait vu certains verbes qui étaient revenus plusieurs fois dans les livres. Alors, on avait lu donc Le Petit Prince, après on avait lu La Comtesse de Ségur, Le Malheur de Sophie, il y avait du passé simple partout. Et au bout d'un moment, bah, son cerveau avait commencé à extraire les informations du passé simple et puis il utilisait le passé simple. Donc ça, c'est le nombre de fois qu'on a vu une structure et peut-être pratiqué cette structure va déterminer quand la personne va être prête et la maîtriser. Okay. Bon, et après, il y a d'autres choses qui se rajoutent en plus. Hein. Il y a les corrections, par exemple. Il y a le nombre de corrections, il y a les explications peut-être, il y a comment la correction a été faite, est-ce que c'était assez clair ou non, enfin bref, il y a tout d'autres choses qui se rajoutent. Hein. Moi je parle des répétitions, mais il y a en plus d'autres choses. Et puis il y a peut-être, si l'enseignant a fait ou l'enseignante a fait des remarques en disant, bon attends, là il faut passer composé, il faut mettre « et ». Bon, ben, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, au bout d'un moment, ça finit quand même par être su, quoi. Donc, un mélange avec aussi les corrections, disons, les commentaires des enseignants, peut-être quelques leçons de grammaire, des révisions de grammaire, ce qui se rajoute. Voilà.